Bonjour à tous. En 2014, je m'étais rendu en Ukraine pour couvrir les débuts de la guerre civile qui aujourd'hui se poursuit, même si de ces dernières années on en avait beaucoup moins parlé dans les journaux télévisés et la presse écrite, et qui, comme vous le savez, se traduit désormais par une action assez violente de la part de la Fédération de Russie, qui a déployé une partie de son armée sur le territoire ukrainien. Certains d'entre vous, depuis lors, m'adressent de nombreux messages privés et commentaires sur ma page, me demandant si je peux fournir une explication rationnelle et un peu plus sérieuse que tout ce que l'on entend dans les médias mainstream actuellement, les médias occidentaux en tout cas. Je vais donc essayer, plutôt que de rédiger un long et fastidieux article, de vous proposer une explication dans cette petite vidéo en utilisant cette carte que vous voyez derrière moi et qui permettra de mieux visualiser les grands enjeux de la question qui nous préoccupe. En réalité, disons-le, il ne se passe pas véritablement grand-chose en Europe centrale pour le moment, rien d'extraordinaire en tout cas. Et pour s'en convaincre, il faut tout d'abord se libérer de l'ambiance actuelle, l'ambiance politique occidentale et l'ambiance médiatique. Il faut d'une part sortir son esprit de ce grand cirque médiatique qui s'est mis en place depuis que Vladimir Poutine, la Fédération de Russie, a déployé ses troupes il y a quelque temps déjà le long des frontières ukrainiennes, et a fortiori maintenant que ces troupes ont passé la frontière. En effet, la manière dont les grands médias occidentaux, les médias de la doxa dominante, traitent les événements est totalement disproportionnée et absurde, et extrêmement orientée. J'ai parfois l'impression de me retrouver en pleine guerre froide, il y a une cinquantaine d'années, face à une propagande absolument éhontée. D'autre part, il faut se débarrasser aussi de ces gesticulations et ces attitudes de vierges outragées que présentent tous nos décideurs politiques occidentaux, qui crient au scandale, à la violation du droit international, etc., dans un contexte qui est très très loin d'être aussi étranger à la politique générale que mènent toutes les grandes puissances sur notre petite planète. En effet, commençons d'abord par ramener les choses à leur juste proportion. L'intervention de la Fédération de Russie en Ukraine est quelque chose de tout à fait normal, même si effectivement c'est illégal sur le plan du droit international. On rappellera en effet la règle fondamentale et très simple finalement du droit international, qui est le respect des frontières de chaque État. Chaque État est souverain, chaque gouvernement est souverain à l'intérieur de ses frontières, et la règle absolue et fondamentale du droit international, c'est de ne pas violer ces frontières, de ne pas les modifier par la force, de ne pas gagner du territoire par la guerre, et effectivement, sur le plan du droit, ce que fait aujourd'hui la Fédération de Russie est une violation du droit international. Cependant, cette violation du droit international, elle est régulière, et tous ceux qui en Occident aujourd'hui jouent les prudes en la matière l'ont fait dans les années précédentes et le referont certainement dans les années à venir. Parce que même si ce n'est pas la légalité internationale, la réalité de la politique internationale, c'est que chacune de ces grandes puissances possède son terrain de jeu, son jardin propre, dans lequel il ne souhaite pas voir les autres puissances venir poser leurs grosses bottines. Ainsi, si on prend cette carte, on peut très très rapidement schématiser ce qu'il en est. On a la première puissance mondiale, les États-Unis et l'Amérique latine. En effet, depuis la doctrine de Monroe, en 1828, depuis le 19e siècle, les États-Unis ont la prétention de considérer que l'Amérique latine est leur grand jardin, leur arrière-cour, leur terrain de jeu, dans lequel ils ne veulent absolument aucune intervention d'une autre puissance. Fût-elle amie,
ou non. C'est leur domaine d'intervention, ils l'ont bien montré durant la guerre froide. La plupart des gouvernements de ces États ont été systématiquement renversés, remplacés par des dictatures pro-américaines, pro-états-uniennes. Chaque fois qu'un gouvernement a eu l'audace, ne fût-ce que de décider de prendre une des options sans l'accord de Washington, immédiatement il y a eu une intervention. On se souviendra bien sûr en 1973 de l'assassinat et du renversement de Salvador Allende, le président chilien, qui avait décidé de mener une politique sociale réformatrice dans son pays en état de fronde par rapport aux États-Unis. Mais il ne faut pas remonter à des cas de guerre froide. Comme je l'ai dit, aux nombreuses dictatures qui ont été mises en place par les États-Unis tout au long de cette période. On peut prendre des cas plus récents, comme par exemple la destitution du président panaméen et l'invasion du Panama en 1989. On n'est pas encore à la fin de la guerre froide telle qu'on l'a définie classiquement, avec l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, mais on est dans une période où les relations s'étaient fortement apaisées. On est donc hors guerre froide, mais voilà, le président du Panama, à l'époque, Manuel Noriega, décide de ne plus jouer le jeu de la collaboration avec les États-Unis. Il est donc accusé, il fallait bien un prétexte, à tort ou à raison, de favoriser le trafic de drogue en Amérique centrale, ce qui ne dérangeait pas jusqu'alors les États-Unis, et sur ce prétexte, son pays est purement et simplement envahi. Panama City est bombardée, les forces panaméennes qui résistent sont éliminées par l'armée américaine, qui s'empare du pays et va promouvoir, comme ça a été régulièrement le cas dans cette région du monde, un gouvernement pro-états-unien à la botte de Washington. C'est le jardin des États-Unis, personne n'a protesté, nous n'entendions pas à l'époque nos médias occidentaux crier à l'outrage et à la violation du droit international, et cet exemple parmi de nombreux autres illustre que cette pratique est régulière en politique internationale. Autre grande puissance mondiale qui le reste, même si ce sont désormais des puissances très secondaires, mais qui, néanmoins, possédant l'arme nucléaire, ayant un passé colonial très important, ont aussi leur jardin, leur terrain de jeu, ce sont le Royaume-Uni et la France. Le Royaume-Uni qui contrôle sur la planète, avec plus ou moins de succès, son ex-empire colonial à travers le Commonwealth, et également les autres puissances ne viennent pas mettre leurs grosses bottines dans le jardin du Royaume-Uni et laissent le Royaume-Uni gérer ses relations économiques avec ses anciennes colonies à travers cette structure mise en place au moment de la décolonisation, le Commonwealth. De manière plus évidente, on peut considérer l'action de la France, l'autre grand empire colonial, et le système de France-Afrique, bien connu, notamment, principalement donc en Afrique équatoriale, où la France intervient régulièrement en fonction de ses intérêts. L'Afrique équatoriale, qui constitue l'ensemble majeur des anciennes colonies françaises, et on voit comment la France, là aussi, intervient à sa guise, soutient tel ou tel dictateur et promeut tel ou tel gouvernement en fonction de ses intérêts. Et si on veut un exemple bien concret du type Panama, on prendra l'exemple de la Côte d'Ivoire sous Sarkozy. Le président Laurent Gbagbo, président pro-français, jusque-là a été soutenu par les Français, a décidé de prendre le large, de prendre ses distances par rapport à Paris. Il ne convenait plus à la diplomatie et aux intérêts économiques français, et il a tout simplement été remplacé. Comment? Au moment des élections, les Français ont soutenu un candidat de l'opposition, Alassane Ouattara, et celui-ci, n'ayant pas gagné les élections,
Laurent Gbagbo était élu président, a été réélu président, il bénéficiait dans son pays d'une certaine popularité, eh bien, il a protesté, affirmé que les élections avaient été truquées, et, pour dire la chose simplement, la France lui a donné raison, a soutenu ce nouveau candidat français à la présidence de la Côte d'Ivoire, ce qui a créé dans le pays une situation de quasi-guerre civile. Et quand les partisans armés d'Alassane Ouattara, soutenus par la France, ont menacé Laurent Gbagbo, celui-ci a mobilisé l'armée de Côte d'Ivoire, et tout simplement, les Français sont intervenus militairement, sans accord de l'ONU, ont bombardé les rafales français, ont bombardé les positions de Laurent Gbagbo, qui a été viré du pouvoir et remplacé par Alassane Ouattara, qui depuis lors gouverne le pays en bon terme avec Paris. Chacun fait ce qu'il veut dans son jardin. Ce n'est pas légal sur le plan du droit international, mais ce sont des pratiques tacites. Et chacun entend bien qu'on ne vient pas lui donner de leçons en la matière. Autre grande puissance, la Chine, c'est une des rares puissances qui s'est affirmée dans le monde post-guerre froide avec, de manière plus tardive, et qui n'a pas véritablement de grands jardins, de zones d'influence à contrôler, et qui entend bien s'en créer une, ici ou là, quitte à aller mettre ses grosses bottines dans le terrain des autres. C'est le cas actuellement. La Chine investit, s'implique économiquement et indirectement, dans certains cas militairement, dans plusieurs régions du monde, en Afrique notamment, très certainement en Afrique plus qu'ailleurs, ce qui énerve un peu tous les autres. Et puis, il y a, évidemment, la Russie, l'ancienne Union soviétique. La Russie qui a pour terrain de jeu l'ancien espace soviétique en Europe centrale, et bien sûr, l'ancien espace soviétique stricto sensu, c'est-à-dire les anciennes républiques de l'URSS. Cet espace, il a été progressivement grignoté à partir de 1991 par les Occidentaux, par l'Union européenne et par l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, alliance militaire qui regroupe donc les États-Unis, le Canada, les pays de l'Europe de l'Ouest durant la guerre froide, mais qui s'est étendue progressivement en Europe centrale, annexant peu à peu tous les anciens alliés de l'Union soviétique, la Pologne, la Tchécoslovaquie, aujourd'hui République tchèque et Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, qui progressivement sont passés dans le camp de l'OTAN. Dans une période où l'ex-URSS était en plein effondrement économique, politique, militaire, et n'a pas eu la possibilité de se défendre et de garder son précarité. Effectivement, l'Union soviétique s'écroule en 1991, essentiellement pour des raisons de division interne suite à la décentralisation du pouvoir qui avait été promue sous Gorbatchev pour essayer de donner plus d'autonomie aux différentes républiques sur le plan économique et de relancer la machine économique soviétique qui était gravement en panne. D'autre part, il y a eu également donc un problème d'ordre économique majeur qui est venu accentuer ces divisions internes et plonger l'ensemble de ces pays. La République de Russie, l'immense République de Russie en particulier, et Boris Yeltsin, successeur de Gorbatchev, en tout cas à la tête de ce qui allait devenir la CEI, la Communauté des États indépendants, future Fédération de Russie, a tout fait pour, sans le vouloir, pour aggraver encore cette situation de destruction de la Russie. Effectivement, si on veut résumer les 10 années Yeltsin, ça a été tout simplement le développement de la mafia russe, de tous ces oligarques, anciens cadres du parti, pour certains d'entre eux, qui se sont sans vergogne enrichis en dépouillant la dette.
tout ce qu'on avait demandé à Boris Yeltsin, tout ce que ses amis oligarques, tout ce que ses amis de la mafia lui ont demandé. C'est, pour résumer très simplement la situation de ces 10 années, de 91 à 2000, c'était de leur assurer les coups des franches, et c'est ce qu'il a fait. Lui occupait le pouvoir politique, eux s'emparaient de toutes les grandes sociétés d'État qui appartenaient à la définition même du communisme de la société marxiste, qui appartenaient à l'État, qui étaient gérées par l'État. Toutes les grandes sociétés qui pouvaient être rentables ont ainsi été achetées pour 3 kopecks, vendues pour quelques sous par l'État, par le nouvel État russe, contrôlé par Boris Yeltsin, à ces mafieux, à ces oligarques, qui se sont ainsi enrichis considérablement, et notamment dans le secteur du gaz et du pétrole. C'est une époque où l'État russe n'a plus aucun moyen. 91-2000, ne paie plus les fonctionnaires, ne paie plus les enseignants, ne paie plus les pensions de retraite, où la sécurité sociale disparaît complètement. C'est une immense misère pour des millions de gens, et on voit des gens, des retraités, qui sur les trottoirs vendent le peu de biens qu'il leur reste, la vaisselle de la cuisine et les chaises de la salle à manger, pour gagner quelques kopecks et pouvoir se nourrir. C'est la même chose au niveau de l'armée. Les militaires ne sont plus payés, le matériel militaire n'est plus entretenu correctement. Des accidents, d'ailleurs, assez sérieux auront lieu dans ces années-là, dans le domaine militaire. On voit également des bandes de jeunes, de gamins déscolarisés, dont les familles sont dans la misère économique, qui arpentent les trottoirs des rues dans les grandes villes et s'attaquent aux gens pour voler ce qu'ils peuvent pour trouver de quoi survivre. C'est véritablement une situation catastrophique qui a empêché la Russie, à ce moment-là, de garder le contrôle de son grand jardin, et l'Occident en a profité très largement en poussant ses frontières jusqu'à proximité de celles de la Russie. Pire que cela, non seulement les anciens pays du glacis soviétique en Europe centrale passent dans le camp de l'OTAN et entrent dans l'Union européenne, mais c'est le cas également de plusieurs ex-républiques soviétiques, donc du territoire même de l'Union soviétique, qui commence à être grignoté, avec les 3 pays baltes, Lettonie, Estonie, Lituanie, les 3 pays baltes, qui faisaient auparavant partie du territoire soviétique et qui sont annexés par l'OTAN et par l'Union européenne. Nous sommes là au début des années 2000. 2000, Poutine arrive au pouvoir. Vladimir Poutine est un homme qui vient du KGB, qui a des convictions nationalistes certaines. Alors, on dira ce qu'on veut de son enrichissement personnel. Il est certain que cette personnalité politique a également une très grande considération de lui-même, mais il a néanmoins reconstruit progressivement la Russie sur le plan économique et sur le plan politique, y compris à l'international, en repositionnant la Russie comme une grande puissance. Il a refinancé l'armée, il a modernisé cette armée. Dans certains domaines, la technologie militaire russe est à la pointe du progrès actuel, comme il l'a démontré en utilisant ses armes en Syrie notamment. Il a rendu à l'administration, à l'enseignement, au service public les moyens dont il avait besoin. Il a réinjecté de l'argent au niveau de la sécurité sociale, et contrairement à ce que laissent souvent entendre ou croire nos médias occidentaux, Vladimir Poutine est régulièrement très bien réélu, avec les voix de la population qui le soutient. Il n'est pas nécessaire pour Vladimir Poutine de bourrer les urnes, même si dernièrement, il avait perdu quelques plumes aux dernières élections, notamment parce qu'une grande partie de sa politique économique est basée sur les gains du pétrole et du gaz, qu'il a récupéré en éliminant une série d'oligarques, de mafieux, pour reprendre les rênes de ces secteurs, rendre à l'État des moyens financiers. Alors, ayant basé toute cette politique
principalement sa politique économique sans diversification industrielle majeure sur ces deux secteurs, quand il y a eu une relative baisse de ces valeurs, des rentrées pétrolières, du prix des hydrocarbures il y a quelques années, il a dû ralentir sa politique de redressement économique de la Russie, ce qui a amené une partie de l'électorat à commencer à douter de lui, mais ce problème est maintenant derrière lui et il devrait très certainement, dans les années qui viennent, retrouver son électorat. Vladimir Poutine n'est donc pas un dictateur, comme on l'entend depuis quelques jours, un petit peu partout répété par des médias très complaisants envers la doxa occidentale. Ces méthodes n'ont pas toujours été très démocratiques cependant, pas toujours été très légales. Le niveau de développement et l'amplitude qu'avait pris sous Yeltsin la mafia russe l'a obligé, dans bien des cas, à utiliser des méthodes qui seraient certainement réprouvées dans une démocratie. Alors, cette reconstruction ne s'est pas faite en quelques mois. Vladimir Poutine arrive au pouvoir en 2000, et c'est autour de 2005-2010, dans cette période-là, qu'il va commencer à réaffirmer la Fédération de Russie comme une grande puissance qui ne tolère plus et qui a les moyens de ne plus tolérer que les autres puissances tentent de grignoter son espace d'influence, son jardin, son terrain de jeu. C'est exactement ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Le cas de l'Ukraine peut être comparé au cas du Panama, peut être comparé au cas de la Côte d'Ivoire, dont j'ai parlé à l'instant. Nous avons ici un pays qui est directement lié à l'ex-espace soviétique. L'Ukraine est une ancienne république soviétique, qui comprend une partie non négligeable dans sa population de Russes d'origine. Prenons l'exemple de la Crimée. La Crimée en mer Noire, cette péninsule qui était attachée à l'Ukraine, que Vladimir Poutine a rattaché à la Fédération de Russie par référendum, un référendum où très largement, plus de 90% des Criméens ont demandé ce rattachement parce qu'ils sont russes, parce qu'ils sont russes depuis toujours. La Crimée était d'ailleurs une partie de la Russie, de la République de Russie jusqu'à l'époque soviétique, lorsque Staline a décidé de reconfigurer certaines frontières des républiques soviétiques. C'est à ce moment-là que, pour des questions administratives et de proportionnalité des populations, la Crimée a été attachée artificiellement à l'Ukraine. En fait, c'est simplement non pas une annexion, une invasion, c'est un référendum populaire d'autodétermination qui a amené les Criméens à retourner, c'est un retour à la Russie. Donc une population ukrainienne qui est en partie russe, une Ukraine qui est russe depuis ses origines, puisque l'Ukraine a été le berceau de l'Empire de Russie. Ce sont les princes de Kiev qui ont ainsi développé ce qui deviendra plus tard l'Empire tsariste. Une Ukraine qui aussi, je le dis, faisait partie du territoire même de l'Union soviétique. Et depuis quelques mois, les Occidentaux négocient fermement l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN, voire à l'Union européenne. Il est évidemment intolérable du point de vue de la Fédération de Russie que les Occidentaux osent venir piétiner ainsi son jardin jusqu'à ses frontières. Le message envoyé par la Fédération de Russie est aujourd'hui très clair. Il s'adresse aux Ukrainiens, comme le message envoyé à la Côte d'Ivoire par les Français sous Sarkozy a été très clair. Vladimir Poutine a décidé non pas une invasion pour une annexion de l'Ukraine, mais de neutraliser les moyens militaires ukrainiens. Il s'agit donc d'abord de priver l'Ukraine d'une partie de ses moyens économiques. Effectivement,
le Donbass, la région de l'ouest ukrainien, les républiques de Donetsk et de Luhansk représentent environ 25 à 30% de l'activité industrielle et de la richesse industrielle de l'Ukraine. C'est une perte très lourde pour l'Ukraine, mais ce sont des territoires qui se sont déterminés pour l'indépendance. Vladimir Poutine les a reconnus et ensuite a déployé son armée aux frontières de ces deux républiques de Donetsk et de Luhansk pour empêcher une offensive rapide et massive de l'armée ukrainienne dans le but d'empêcher la séparation de ces territoires qui venaient d'être reconnus. Il a très bien joué cela. En quelques heures, la même nuit, il annonçait la reconnaissance et il déployait son armée pour protéger les frontières de ces deux républiques. Et par ailleurs, il lance une série de frappes sur l'armée ukrainienne, contrairement à ce que certains médias laissent croire, que Kiev serait sous les bombardements comme Londres en 1940. Pas du tout, ce sont des zones bien précises qui ont été frappées, des zones militaires. D'abord, l'armée russe a éliminé toute possibilité pour les Ukrainiens d'utiliser leur aviation. Dans une guerre moderne, le contrôle de l'air est essentiel. Sans aviation, l'Ukraine est perdue sur le plan militaire. Et une fois que tous les aéroports, tous les aérodromes militaires ukrainiens ont été détruits, c'est le reste du potentiel de l'infrastructure militaire ukrainien qui a été frappé. C'est une manière également de rendre le pays neutre en lui enlevant tous ses moyens militaires. Donc, que se passe-t-il exactement en Ukraine aujourd'hui? La Russie remet de l'ordre dans son précaré, ça s'adresse aux Ukrainiens, et lance un message très clair aussi à l'Occident, de même que vous avez vos précarés, de même que vous avez vos zones de jeu dans lesquelles nous n'allons pas mettre nos bottes, ne venez pas mettre vos bottes dans notre précaré, dans notre terrain de jeu. Probablement, dès lors, très certainement, dans les jours qui viennent, les choses finiront-elles par s'apaiser sur le plan militaire. Je crois pouvoir dire que le message a été bien entendu à l'Ouest. La gesticulation est de mise. C'est le jeu de la politique internationale et du blabla qui accompagne ce genre de situation. Mais comme on l'a vu, aucun pays occidental ne répond à l'appel du président ukrainien de lui fournir une aide militaire. Aucune armée occidentale, c'est très clair, le message a été entendu, ne va avancer en Ukraine sur le terrain de jeu de la Fédération de Russie, qui désormais a clairement rétabli la frontière de sa zone d'influence. C'est ce qui s'est passé en Ukraine, et il n'y a pas à s'en scandaliser ou s'en formaliser davantage dans le jeu de la politique, de la réalité qui prévaut dans notre monde, aussi bien à l'ouest qu'à l'est. J'espère que ces quelques éléments vous auront permis de mieux apprécier la réalité de cette situation. Pas de troisième guerre mondiale, et finalement, probablement également, des relations qui vont vite revenir à la normale avec la Fédération de Russie. Rappelons que environ 40% du gaz que nous utilisons en Europe vient de la Fédération de Russie et qu'il est totalement impossible pour les pays européens de se fâcher définitivement avec Moscou, y compris et peut-être même surtout pour l'Allemagne, poids décisionnel important en Europe, qui depuis Fukushima et les décisions électoralistes de la CDU de quitter le nucléaire dépend considérablement des apports énergétiques russes.
L'Allemagne, d'ailleurs, avait su rester très très calme et en dehors du débat concernant la Syrie, à une époque où, au contraire, le président français Hollande voulait à tout prix une intervention contre la Syrie. Aujourd'hui, le nouveau chancelier allemand s'est laissé forcer la main par son grand frère, disons les choses comme ça, américain, et a décidé de prendre des sanctions très dures contre la Russie, notamment d'arrêter la construction des pipelines qui devaient relier l'Europe et la Russie sans passer par l'Ukraine. C'est probablement une mauvaise décision pour l'Allemagne, qui va coûter très cher à l'Allemagne, et certainement l'Allemagne devra-t-elle très rapidement revenir sur cette décision. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que désormais, en s'informant un peu, en prenant un peu de recul par rapport à nos médias, beaucoup d'entre vous commenceront à se dire que la meilleure façon de s'informer, ce n'est certainement pas de lire Le Monde ou de visionner le JT de France 2 ou d'ailleurs. À très bientôt.